Bien, mesdames, messieurs, avec Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, nous avons tenu ce matin une réunion avec l'ensemble de la profession portuaire, la profession halieutique de Bretagne, l'ensemble de la filière, que ce soit les producteurs ou la filière aval, pour examiner ensemble les conséquences de la mise en œuvre du Brexit, qui, comme vous le savez, a fait l'objet d'un accord le 24 décembre dernier. Nous avions envisagé avec Clément Beaune cette visite à un moment donné où nous craignions qu'il y ait un non-accord qui aurait été évidemment extrêmement dramatique pour la pêche bretonne dans l'ensemble de ses dimensions, puisque vous savez que la pêche bretonne contribue à 50% de la pêche française et qu'une partie de ses ressources se trouve dans les eaux britanniques. Et après les accords du 24, nous avons néanmoins tenu à garder cette rencontre pour examiner les conséquences de cet accord et la manière d'agir dans les jours et les mois qui viennent. Je voudrais d'abord rappeler que le Brexit n'était pas le choix de la France. Le Brexit est le choix du Royaume-Uni. Et donc le Brexit, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour personne, mais l'Europe a su en sortir par le haut. D'abord parce qu'elle est restée solidaire. Et cette solidarité que certains pouvaient remettre en doute, que certains ont essayé d'ailleurs de dissoudre, cette solidarité s'est maintenue jusqu'au bout, ce qui a permis aux Européens de tenir leurs intérêts dans cette négociation et de faire en sorte, en particulier, que la pêche ne soit pas une variable d'ajustement, mais qu'elle soit pleinement respectée comme un élément important de l'accord final. Certains craignaient que nous puissions ne pas tenir sur cet objectif, et nous avons eu l'unité des Européens, et au-delà des 9 États de pêche, des États qui ont des activités de pêche, nous avons eu l'ensemble des 26 plus nous dans cette volonté de faire en sorte que la pêche soit partie prenante intégrale de l'accord et que nos propres intérêts soient respectés, ce qui est globalement le cas, puisque contrairement à des prévisions pessimistes, nous avons pu obtenir le maintien de l'accès de la totalité des eaux britanniques, que ce soit dans la zone économique exclusive, mais aussi dans la zone des 6-12 000 et dans les eaux autour de Jersey et Guernesey. Nous avons aussi pu faire en sorte que l'accord non seulement nous autorise de pêcher dans les eaux britanniques, mais permet un niveau de capture, niveau de TAC et de quota, et même d'espèces hors quota, dans une limite de moins 25% à horizon de juin 2026, ce qui est très loin des chiffres que posait le Royaume-Uni au début de négociation, puisque les exigences britanniques étaient de 80%. Ça a permis aussi d'avoir une phase de transition avec une application de cette dégression progressivement jusqu'en juin 2026. Et il y a là donc de quoi se réjouir de la qualité de la négociation et de la fermeté dont nous avons fait preuve et des résultats qui sont conséquents. Mais j'ai pu constater ce matin que l'ensemble des acteurs étaient tout à fait sur cette ligne. Mais il reste encore beaucoup de choses à discuter, beaucoup de points de chantier à maintenir. Je pense aux autorisations de pêcher dans les eaux britanniques, qui aujourd'hui ont été obtenues pour la zone économique exclusive, mais il reste encore à le faire acter à la fois sur la zone des 6-12 000 et sur les îles de Jersey et Guernesey.
Il reste encore à négocier les TAC 2021 et à venir, avec une nécessaire période de transition qu'il nous faudra gérer au mieux. Il nous reste encore à discuter du respect des conditions de concurrence loyale, en particulier du respect des normes techniques qui doivent être identiques de part et d'autre de la zone des eaux britanniques et des zones de pêche européennes. Tout cela nécessitera un accompagnement de la filière, même si nous avons obtenu un bon accord, la filière en amont comme en aval sera impactée inévitablement, ne serait-ce que par les mesures de moins 25% à échéance de juin 2026 qui vont commencer à se traduire dès 2021, qui s'accumulent aussi avec les conséquences de la Covid. C'est pourquoi des mesures d'aide à la trésorerie de la filière ont été annoncées par la ministre de la Mer, Annick Girardin, et des mesures complémentaires d'indemnisation des arrêts temporaires, compensation d'une partie des pertes de chiffre d'affaires des entreprises, et aussi un plan d'accompagnement des entreprises de pêche sur le plus long terme qui sera mis en œuvre. Enfin, il nous faut aussi aujourd'hui commencer à préparer l'échéance de juin 2026 avec, pour la partie européenne, des leviers qui seront éventuellement utilisables s'il y avait des difficultés avec le Royaume-Uni à ce moment-là. C'est en particulier de garantir la sécurité des accès aux eaux britanniques à cette date. Il y a des mesures de discussion potentielle, de dissuasion, qui sont mises en œuvre éventuellement et qui sont actées dans l'accord de Brexit. Et puis, il y aura aussi en 2026 une négociation sur la partie énergie de l'accord, négociation sur laquelle la partie britannique est demandeuse, et donc dans les discussions à ce moment-là, il faudra confronter nos intérêts conjoints pour trouver un bon équilibre, si d'aventure l'équilibre sur lequel nous sommes aujourd'hui était amené à être rompu. Nous avons parlé de tout ça avec la profession, dans un esprit de dialogue, de responsabilité et puis d'efficacité aussi sur l'ensemble des sujets. Nous avons convenu qu'autour du préfet de région et du président de région allait s'organiser un COPIL, un comité de suivi du Brexit, avec une dimension pêche particulière. Et nous tiendrons dans 3 mois une réunion de bilan ici pour, sous la responsabilité d'un des membres du gouvernement, sans doute Madame Girardin, peut-être Monsieur Bonne, peut-être moi-même, on verra à ce moment-là en fonction des disponibilités, pour faire un point très précis des difficultés potentielles rencontrées et de la manière de les résoudre, et de vérifier si le soutien et l'aide que le gouvernement français apporte à la filière pêche dans toutes ses dimensions est bien au rendez-vous de cette nouvelle étape pour la pêche bretonne. Une étape que je constate, Monsieur le Président du comité régional, les acteurs envisagent avec beaucoup de détermination, avec un certain optimisme néanmoins, même si l'accord n'est pas parfait. Il est tellement éloigné de ce qu'on craignait que ça nous donne un regard de force collective que j'ai pu apprécier ce matin. Je vais donner la parole à Clément Bonne pour un moment pour exprimer un peu comment s'est passée la négociation au niveau européen et quelques commentaires sur les modes de financement, les 5 milliards, enfin ce que tu peux compléter. Merci Monsieur le Ministre. Cher Joly, je suis très heureux d'être aujourd'hui à Lorient, à vos côtés, chez vous si je puis dire. Nous avions pris l'engagement, l'ensemble du gouvernement, le Président de la République, que la pêche ne serait pas une variable d'ajustement de cette négociation du Brexit. Cet engagement est tenu. Et nous sommes venus l'expliquer, échanger, rendre compte, parce qu'il est légitime aussi, après cet accord, des négociations longues, compliquées, un accord lui-même parfois complexe, qui porte encore un certain nombre de points d'interrogation, de pouvoir échanger, expliquer, comprendre et se projeter aussi dans l'avenir au service de la filière de la pêche en particulier, mais plus largement des intérêts économiques de la Bretagne, de la France, que nous avons défendus sans relâche dans cette négociation. Je veux dire que cet accord montre aussi la force de la coopération.
ça a été un des points de l'échange ce matin, de la coopération européenne. Cet accord est meilleur pour l'Union européenne que pour le Royaume-Uni, parce que l'Europe a été forte, elle a été unie, elle a défendu ses intérêts jusqu'au bout, et je crois que toute la filière de la pêche peut en témoigner. Et je veux aussi saluer le travail collectif qui a été mené. Si ce résultat, qui doit encore être consolidé, amélioré, a été obtenu, c'est parce que toute la profession, tous les élus, toutes les collectivités, le gouvernement, le président se sont mobilisés depuis 2016 jusqu'au dernier jour de l'année 2020 pour obtenir un accord qui est un bon accord. Maintenant, il y a eu le temps de la conclusion de l'accord et du soulagement, d'une forme de satisfaction. On l'a entendu ce matin dans l'échange qu'évoquait Jean-Yves Le Drian. Il y a maintenant le temps de l'exigence et de la vigilance dans la mise en œuvre de cet accord pour vérifier que tous ces points qui sont positifs sont bien appliqués. Et nous sommes vigilants ces heures-ci, ces jours-ci, pour que les accès soient donnés. Dans la zone des 6-12 000, ça doit encore être le cas, comme le rappelait Jean-Yves Le Drian. Nous nous battons pour cela parce qu'il n'y a pas de bon accord sans bonne application et application complète. Et puis parce qu'il y a aussi un avenir, une seconde étape à préparer ensemble. On en a donné le coup d'envoi ce matin avec cet échange, parce que au-delà de 6 campagnes de pêche, de 5 années et demie, pendant lesquelles des quotas sont garantis à la pêche européenne et française, il faudra construire l'avenir avec le Royaume-Uni. Et je crois aussi que, puisqu'on parlait de coopération, cet accord est bon parce qu'il a montré la coopération européenne, qu'il a défendu nos intérêts collectifs, qu'il a maintenu l'unité européenne et qui nous donne aussi un cadre de travail avec le Royaume-Uni, avec les pêcheurs britanniques aussi, qui ne sont pas, tout le monde l'a dit, des adversaires, mais avec lesquels on doit aussi construire une relation équilibrée et durable. Et c'est aussi l'un des messages que l'on prend, je crois, avec nous ce matin après notre échange. Il y aura la vigilance et l'exigence, et puis il y aura l'accompagnement, puisqu'il y a un certain nombre d'ajustements, un cadre nouveau pour agir, et effectivement, ça n'est pas la situation d'avant. Et donc on devra accompagner. Annick Girardin, la ministre de la Mer, a présenté d'ores et déjà, c'était l'engagement du Premier ministre, un plan de soutien et d'accompagnement au-delà du plan de relance à toute la filière. C'est très important de travailler avec toute la filière. Nous l'ajusterons en fonction des échanges avec les professionnels. Nous avons commencé ce matin, dans les semaines et dans les mois qui viennent, pour que ce plan, cet accord, constitue le cadre d'avenir d'une filière à laquelle nous croyons profondément et de la défense de nos intérêts économiques, politiques, territoriaux dans la relation d'avenir avec le Royaume-Uni qui s'ouvre à partir de ce début d'année. Il y aura notamment dans cet accompagnement, Jean-Yves Le Drian l'évoquait, un fonds européen qui est très important, que la France a ardemment négocié, de 5 milliards d'euros, qui bénéficiera principalement au secteur de la pêche, dont les fonds seront disponibles très prochainement, et sans attendre, le plan d'accompagnement français que le ministère de la Mer a présenté permettra d'accompagner toutes les difficultés possibles dans ces premières semaines et ces premiers mois. Mais ce n'est pas l'ensemble des professionnels l'ont dit, M. le ministre en particulier, nous ne cherchons pas à compenser des pertes, nous cherchons à construire un avenir et à nous projeter. Et c'était ce message d'espoir, d'engagement et de combat, parce que c'est un combat encore à mener, qu'on a défendu ensemble ce matin en venant symboliquement, Monsieur le ministre, à Lorient aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, nous ou d'autres reviendrons très prochainement pour rendre compte à nouveau de la suite de ce travail, car c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions, si vous le souhaitez. Non, ça va? Oui, je vous en prie. Bonjour, Bretagne, c'est Bellerecki. Je voulais savoir si cet accord, effectivement, est un bon accord pour la filière, mais certains ont dit que c'était même un non-accord, un accord sans accord. Est-ce qu'on risque quand même de se heurter à des difficultés plus larges, parce que les Britanniques eux-mêmes, vous le disiez, n'ont pas accepté, en fait, vraiment les pêcheurs britanniques n'ont pas accepté cet accord. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir quand même des sortes de mesures de rétorsion ou on peut envisager? Il y a dans le texte de l'accord des dispositifs de règlement des différends, des dispositifs d'arbitrage. Il y a aussi une commission de suivi entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour assurer le suivi de l'ensemble des dispositifs. À l'intérieur de cette commission de suivi, il y a un pendant pêche qui doit suivre particulièrement la mise en œuvre du dispositif pêche. Et puis, si d'aventure une partie ou l'autre, mais vous pensez plutôt à la partie britannique,
ne respectait pas l'accord, il y a des mesures de rétorsion qui sont prévues dans les textes et qui nous appliquerions éventuellement si c'était nécessaire. La raison de votre intervention, me semble-t-il, c'est la protestation des Écossais et des milieux de pêche britanniques. Mais ce n'est pas nous, les Français, ce n'est pas nous, les Européens, qui leur avons dit vous allez retrouver la totalité de vos eaux et vous allez retrouver la souveraineté complète. C'est la responsabilité du gouvernement britannique. Donc, qu'il se retourne vers le gouvernement britannique pour lui demander des explications sur les engagements qu'il avait pris et qui, manifestement, ne sont pas ceux qu'ils attendaient. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on peut revenir sur les échanges que vous avez eus ce matin avec les différents acteurs de la filière? Oui. Quelles sont les inquiétudes principales qui ont été soulevées? Qu'est-ce que vous avez répondu à ces inquiétudes? Je vais essayer de vous donner mon sentiment, puis je vais demander à Clément Beaune de donner le sien, puisque cette réunion vient de se terminer. Globalement, une très grande pugnacité. On a craint le pire. On a une situation qui, finalement, n'est pas si mauvaise par rapport à ce qu'on craignait. Il y a encore des zones d'inquiétude, des zones d'incertitude, des zones de clarification à mener, mais une pugnacité, vraiment, que j'ai pu constater. Je pense que le président du Comité régional des pêches partage mon point de vue. Il y a des points de vigilance que j'ai évoqués dans mon propos de départ, mais que je veux bien vous rappeler. Le premier, c'est la mise en œuvre effective des droits pour les bateaux dans l'immédiateté, que ce soit dans la zone des 6-12 000 ou dans la zone des îles anglo-normandes. Ce n'est pas encore le cas, pourvu que ça vienne vite, parce que tout cela, c'est du manque à gagner. J'ai pu le constater ce matin, même dans l'atelier de mariage que nous avons visité, où il y avait des incertitudes aussi sur ce point. Le deuxième point, c'est la discussion qui va s'ouvrir dans les jours qui viennent sur la répartition des TAC et quotas pour l'année qui vient. Je ne vais pas rentrer dans les discussions techniques, mais en moyenne, c'est 25% en moins pour l'Union européenne d'ici juin 2026 en valeur, globalement. Ensuite, il y a tout un art d'exécution. Combien par pays? Quelles sont les espèces concernées? Qui a le tel pourcentage et tel autre pour que tout ça fasse 25% en valeur? Donc il y aura des discussions importantes qui vont s'ouvrir et au cours de laquelle, après le Conseil des ministres des pêches et de la mer qui vont se réunir à la fin du mois de janvier, et ensuite il y aura un mandat de négociation sur la mise en œuvre de tout ça, y compris sur l'application des quotas, des TAC et quotas pour l'année 2021. Et puis l'autre préoccupation, c'est la préparation de 2026, date à laquelle il peut y avoir des interrogations sur les accès, normalement pas sur les pourcentages. Et là, il faudra avoir une grande vigilance, mais à cet égard, il y a aussi des mesures de rétorsion possibles. Ce sont, me semble-t-il, les principales préoccupations que nous avons pu entendre, plus des clarifications indispensables sur les questions douanières, mais ça vient d'arriver. Il y a un peu de mise en œuvre technique à mettre en place. Pu entendre aussi à l'atelier Moulin des observations sur ce point, mais le directeur interrégional des douanes était là et a pu donner quelques éléments d'explication. Il faut que nous soyons au rendez-vous. On se doute bien que du côté de la partie britannique, il peut y avoir aussi des lenteurs. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans 3 mois, pour faire un point général de tout ça, y compris d'ailleurs de l'aide que le gouvernement pourra apporter à l'ensemble de la profession pour faire face aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans la réduction progressive de leur capacité de pêche en raison de l'application du texte. J'ai peut-être vu d'autres choses. Sans grande surprise, le sentiment est partagé. Je crois qu'on a entendu, je le dis sous le contrôle de tous ceux qui ont donné leur sentiment, du soulagement, de la vigilance et de la combativité pour la suite. Et puis on a 3 échéances, comme le rappelait Jean-Yves Le Drian. Les 3 jours qui viennent, on doit lever tout de suite un certain nombre de verrous possibles à l'application de l'accord, pour que cet accord vive, ce bon accord trouve une bonne application, comme je le disais. Et donc ça veut dire les autorisations d'accès, on a commencé, on continue, c'est une question d'heures, peut-être quelques jours, mais on y travaille ardemment, ça c'est l'immédiat.
Sinon, cet accord aura peu d'intérêt. L'autre élément, c'est les 3 mois qu'évoquait Jean-Yves Le Drian. On doit se retrouver pour vérifier qu'on a réussi à complètement mettre en place ce nouveau cadre de coopération. Et puis, les 5 ans et demi, juin 2026, il faut les préparer dès maintenant. C'était aussi le sens de ce premier échange qui va se poursuivre. C'est qu'on ne va pas attendre que les choses se passent avec une forme de soulagement, mais d'attente ou d'attentisme. On va préparer, avec les autorités britanniques, par des contacts politiques, probablement un sommet bilatéral dès les premiers mois de 2021 pour travailler à l'avenir, notamment de la filière pêche, parce qu'il n'y a aucune fatalité à ce qu'après juin 2026, on ne soit pas dans un bon cadre. On va travailler là-dessus. Nous, notre but, c'est de prolonger la visibilité, l'activité, ces perspectives, de donner un avenir aux investissements, à l'engagement dans les différents métiers de la pêche. Donc voilà, je crois que c'est tout ça qu'on a partagé aujourd'hui. Et encore une fois, je crois que c'est très important d'avoir cette méthode. Annick Girardin en particulier, beaucoup de membres du gouvernement l'ont fait avec le secteur de la pêche comme d'autres tout au long de la négociation. On a été transparent, y compris avec les mauvaises nouvelles. On a dit il y a un risque de no deal quand c'était le cas. On a dit il y aura une situation qui ne sera plus la même après le 1er janvier. C'est vrai, c'est la vérité. Et coopératif en même temps. On a travaillé tous ensemble pour défendre les intérêts d'une filière, de la France, de l'Europe. Je crois que c'est mieux que la méthode inverse qui consiste à promettre des mensonges et à se diviser. Ça donne de moins bons résultats, on l'a vu. Une autre question? Si, je vous en prie. Après, d'aller pêcher, mais non, c'est acquis. Ce qui se passe actuellement, là, immédiatement, c'est le rapatriement du poisson qui est débarqué dans les eaux, Oui. en Écosse en particulier, et qui arrive en temps et en heure. Ça va, sans doute, il va y avoir des à-coups. Des à-coups Des à-coups, enfin, il va y avoir des soubresauts. Les mareyeurs vont être gênés, le port de lui-même va être gêné. Est-ce que le gouvernement accompagne aussi ces faits immédiats là, qui vont se passer dans les... Les retards immédiats qu'il peut y avoir par rapport à la question que vous soulevez sur le rapatriement de la ressource depuis l'Écosse, ce sont des questions techniques ou des questions logistiques qui devraient trouver une solution très rapidement. C'est-à-dire les papiers de douane, on n'est pas habitué, comment est-ce qu'on fait les contraintes diverses qu'il peut y avoir maintenant dans le port de Lochinver en particulier, je pense que tout ça devrait se régler assez rapidement, même si le premier jour c'est aujourd'hui. Donc évidemment, la première journée c'est toujours un petit peu aléatoire. J'ai bon espoir que ça puisse se régler sans trop de difficultés. Une dernière question, parce qu'après il faut qu'on... Un des enjeux de la pêche française, c'est un peu un parc un peu vieillissant, avec des gens qui font de la pêche qui vieillissent. Est-ce que vous pensez que cet accord va permettre de donner peut-être un nouveau souffle à la pêche française, et ça va permettre un peu de déracher l'horizon, de ce qui est 2026 encore la clause de revoyure, ça lève pas toute la... C'est pas une clause de revoyure en 2026. Faut pas, il y a une phase de transition, faut pas se tromper de mots. Il y a une phase de transition qui va jusqu'en 2026, mais à partir de 2026, on recommence à parler de l'annuité des TAC et quotas avec une interrogation sur les accès. Mais ce n'est pas une clause de revoyure. La clause de revoyure, c'est 5 ans après, c'est 4 ans après 2026, c'est en 2030. La clause de revoyure de l'ensemble de l'accord. L'intérêt de 2026, c'est qu'il y a la fin d'une transition et pour la pêche et pour l'énergie. Et sur la partie énergétique, les Britanniques sont très demandeurs. Et sur la partie pêche, c'est vrai que c'est nous qui sommes les demandeurs. Bon. Donc à ce moment-là, on pourra, s'il y avait des difficultés, faire jouer la dissuasion de l'énergie par rapport à l'interrogation potentielle sur la pêche. Mais nous devons nous inscrire dans une logique d'utilisation de l'ensemble de nos capacités dans cette période, en respectant ce que les milieux spécialisés appellent la stabilité relative, c'est-à-dire en respectant les proportions des uns et des autres par rapport aux capacités de ressources de pêche qui existent depuis de nombreuses années. Et si on remet en cause cette stabilité relative, à ce moment-là, on remet en cause tous les équilibres nécessaires à l'activité halieutique en Europe, pas uniquement dans la relation avec le Royaume-Uni. Donc nous sommes très fermes sur ce point et sur les capacités d'emploi et de création. Il y a eu un grand moment de la vie maritime française à Montpellier il y a peu de temps, dans les Assises de la mer, qui étaient présidées par le président de la République, où il y a eu des engagements pris par les uns et par les autres pour développer la filière maritime, mais en particulier l'emploi dans la filière maritime. Pas uniquement dans la pêche, dans l'ensemble de la filière maritime. Et je pense que ces assises, c'était l'année dernière,
C'était donc oui, c'était précisément l'année dernière. Et ces assises ont donné un souffle nouveau, je crois, à la dimension maritime. Ça a abouti à la création d'un ministère de la mer. Et je pense que ça donne une dynamique absolument indispensable à ces métiers, à cette profession, à cette filière, et singulièrement en Bretagne. Donc, moi, je suis plutôt optimiste par rapport à tout ce que j'ai pu entendre ce matin et dans cette dynamique qui a été lancée par le président de la République. Voilà, merci beaucoup. Nous avons un programme assez chargé, donc nous allons poursuivre notre itinéraire. Merci. Je me calme, moi, disons.